Bonjour à tous et bienvenue pour ce webinaire consacré au décryptage de l'appel à projet qui s'appelle Soutien au projet de diversification des sous-traitants de la filière automobile, organisé par la PFA et les pôles de compétitivité ARIA, avec bien sûr la participation de la DGE et de BPI France. Avant de commencer à vous présenter le programme, quelques règles de bonne pratique pour participer à ce webinaire. Je vous invite, s'il vous plaît, si vous n'êtes pas intervenant, à couper votre caméra pendant toute la durée de la présentation, ainsi qu'à couper votre micro pendant toute la durée des interventions, ce qui nous permettra de mener ce webinaire dans de bonnes conditions. Pour tout ce qui est questions, il sera prévu en fin de webinaire une session de questions-réponses. Merci de couper vos micros. Je vous demande du coup pour les questions-réponses. Voilà, j'ai désactivé les micros de tout le monde. Comme ça, vous m'entendez mieux, je pense. Donc, je disais, pour les questions-réponses, je vous invite à les poser via le chat uniquement. Je modérerai ensuite la session de questions-réponses pour éviter qu'on ait des prises de parole un petit peu difficiles quand on organise un webinaire où vous êtes plus de 100 participants. Donc tout se fera via le chat, donc n'hésitez pas, même pendant les interventions, à poser vos questions. Ensuite, je les compilerai et j'animerai la session de questions-réponses à la fin. Voilà pour les règles de participation. L'agenda, donc je ferai une petite introduction sur les pôles de compétitivité et ARIA de la filière automobile et mobilité. Ensuite, Marc Mortureux, le directeur général de la PFA, prévu une intervention sur le contexte de la filière et un petit peu les enjeux liés à cet appel à projet. Et nous laisserons ensuite la parole à la DGE et à BPI France qui nous feront un décryptage de l'appel à projet pour rentrer dans les détails et répondre à vos interrogations ensuite, celles qui n'auraient pas été levées, en tout cas dans le cadre de la présentation, lors d'une session de questions-réponses en fin de webinaire. Donc, sans plus attendre, je commence et je vous présente rapidement les organisateurs de ce webinaire, qui sont donc les pôles et les ARIA. C'est vraiment la force de la filière en région. On représente sur des différents territoires plus de 2000 membres. Donc, on est proche du terrain, on est au cœur des territoires et on est le bras armé de la PFA en région. Et surtout, on est là pour soutenir tous ces acteurs. Soutenir, notamment dans le cadre des transformations majeures qu'est en train de vivre notre filière. On est vraiment mobilisé au quotidien, toutes nos équipes. C'est toutes des équipes d'animation et de permanents qui sont présents dans ces pôles et les ARIA au service des acteurs du territoire pour animer la filière, pour accompagner les projets, pour proposer des services et aussi pour mettre en œuvre et élaborer de nouvelles formations adaptées aux mutations. C'est ça nos principales missions. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous proposer dans le cadre de cet appel à projet spécifique? C'est un accompagnement dédié à votre projet. On vous propose vraiment d'enrichir votre dossier, d'enrichir votre projet. Donc, le message qu'il faut retenir, c'est que n'hésitez pas à contacter votre pôle ou votre ARIA si vous montez un projet dans le cadre de cet appel à projet, parce que vous allez ainsi bénéficier d'une expertise unique au sein des pôles, grâce à nos équipes, grâce à nos experts, grâce à notre connaissance aussi des différents appels à projets. Vous allez augmenter vos chances de succès, et notamment les pôles de compétitivité, vous savez, délivrent un label qui reconnaît la qualité du dossier et sa pertinence par rapport aux enjeux de la filière. Et puis, ça vous permet aussi de donner de la visibilité à votre projet auprès des différents financeurs, mais également auprès des différents acteurs de la filière. Donc voilà ce que vous proposent les pôles et l'ARIA. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est si vous montez un dossier dans le cadre de cet appel à projet, venez solliciter votre pôle ou votre ARIA qui fera un plaisir de vous accompagner de manière à ce que ce soit un projet gagnant. Voilà, donc je vais sans plus tarder passer la parole à Marc Mortureux, le directeur général de la PFA, qui va nous présenter le contexte de cette filière automobile, une filière en pleine mutation, voire en pleine transformation. Marc, c'est à toi.
Merci beaucoup, bonjour tout le monde et ravi d'avoir cette occasion d'échange avec vous. Merci à Marc d'avoir organisé avec les pôles ARIA voilà, ce webinaire et merci aussi au ministère qui se mobilise pour soutenir les acteurs de la filière. Donc moi, quelques mots effectivement pour ce début d'année. Je vous souhaite évidemment une très bonne année. Malheureusement, les nouvelles restent quand même encore un peu compliquées pour la filière automobile. Premier slide là que je vous montre, c'est le marché automobile, les immatriculations. C'est quand même assez spectaculaire. On a pour la deuxième année de suite un niveau historiquement bas. Je crois pour monter au moins 40 ans en arrière pour retrouver des niveaux aussi bas. Et en plus, 2 années de suite, évidemment 2020 confinement, arrêt complet de l'activité. 2021, et ça c'est quand même vraiment la mauvaise surprise, alors qu'à peu près toutes les filières industrielles ont repris et finalement même pour souvent rattraper à peu près le décalage qu'ils avaient connu en 2020, nous vous le voyez, on est loin de retrouver les niveaux d'avant-crise, en particulier donc à cause de la pénurie de semi-conducteurs. Et malheureusement, cette pénurie de semi-conducteurs risque de perdurer encore bonne partie de l'année 2022. En tout cas, c'est plutôt les prévisions aujourd'hui qu'on a et les échanges qu'on a avec la filière électronique. Il y a certes beaucoup d'investissements qui sont en cours, mais les projets, c'est très, très long. Et donc, probablement une année 2022 qui, on l'espère, sera en légère croissance par rapport à 2021, mais qui sera encore, disons, une année particulièrement basse. Et évidemment, s'ajoute à cela tout le contexte que vous vivez un peu au quotidien, des fortes hausses de matières premières, des perturbations dans toute la logistique, le transport, et puis assez récemment, dans le domaine de l'énergie, des augmentations considérables des coûts de l'énergie, avec un contexte très tendu, puisque les donneurs d'ordre ont tendance à, disons, mettre du temps pour accepter la répercussion d'une partie de ces hausses, et donc une situation qui est particulièrement difficile. Sur le slide d'après, donc on a un peu l'équivalent côté de la production automobile et de l'activité industrielle. Là, c'est le nombre de production de véhicules légers en France. Là aussi, il y a une baisse assez spectaculaire. Depuis le début des années 2000, on était un peu au sommet à 3,5 millions. Ça a pas mal baissé, ça a remonté ensuite entre 2013 et 2019, 2018. Et puis, on est 2020-2021, donc une baisse très forte, alors qu'elle est liée à cette conjoncture, Covid, etc., mais qu'elle est liée aussi au départ d'un certain nombre de véhicules de segment B qui ont quitté en fait la France fin 2019. Donc, c'est un peu le cumul des deux. Et cette très forte chute de la production, on la voit aussi en Allemagne, on la voit en Angleterre. Enfin, on a effectivement donc un décrochage qui est fort. Et je situe peut-être ces niveaux, ces chiffres tels que vous les voyez, avec l'ambition qu'a affiché Emmanuel Macron de remonter à 2 millions de véhicules électrifiés en 2030. Vous voyez que ce n'est pas complètement impossible par rapport à ce qu'on connaissait dans les années précédentes et que l'électrification de toute façon va aller vite, mais c'est quand même une stratégie de rebond, c'est une trajectoire de rebond. Et tout le travail, disons, sur lequel nous sommes, c'est de voir comment nous réussissons ou pas à concrétiser cette volonté d'une trajectoire de rebond. Donc voilà, ça c'est un peu le côté conjoncturel. Maintenant, sur le côté un peu structurel de l'évolution vers l'électrification, là je rappelle simplement par ce graphique la trajectoire que nous étions donnée nous-mêmes depuis 2018 dans le cadre du contrat de filière, avec la volonté d'atteindre en 2022 un parc roulant d'au moins 1 million de véhicules qui soient 100% électriques ou hybrides rechargeables. Et donc, on avait notre trajectoire que nous tenons. Nous sommes même un petit peu en avance par rapport à les objectifs que nous avions. Donc, puisque 2021, on est à 773 000 véhicules contre un objectif qui était de 700 000. On a une forte accélération et il faut quand même reconnaître qu'à la fois, côté filière, il y a eu une bonne anticipation, beaucoup d'investissements qui ont été faits avant même la crise pour préparer l'année 2020, mais aussi les pouvoirs publics, le plan de relance, l'augmentation des bonus pour les véhicules électriques qui ont aussi aidé à accélérer cette trajectoire,
avec juste sur ce graphique le petit point noir qu'on a, qui est quand même un grand sujet de préoccupation pour la suite, c'est qu'on avait demandé à ce que les bornes de recharge accessibles au public suivent à peu près le même risque que le développement des véhicules électriques et hybrides rechargeables. Et là, on voit qu'il y a eu un peu de retard à l'allumage, qu'on n'est qu'à 54 000 bornes de recharge à fin 2021 accessibles au public, là où l'objectif était 100 000 fin 2022, voire fin 2021. Donc on en est loin, même si on sent qu'il y a en ce moment quand même une accélération, mais c'est quand même un grand sujet de préoccupation aujourd'hui, y compris et notamment les bornes de recharge rapides, puisqu'on a quand même énormément de témoignages de ceux qui ont basculé vers l'électrique, qui rencontrent quand même beaucoup de difficultés par rapport à ça. Sur ce côté un peu structurel donc, de l'électrification, on est là par cette trajectoire qu'au tout début. Vous voyez bien, je pense, tous les jours, au travers des déclarations des uns et des autres, une accélération incroyable de cette électrification, avec donc le débat européen, vous le savez, qui serait donc une baisse d'ici 2030, donc dans seulement 8 ans, des émissions de CO2 qui conduisent à envisager d'avoir au moins 2/3 de véhicules vendus en 2030 qui soient 100% électriques, à peu près au moins 50% du marché et une vingtaine de pourcents pour les hybrides rechargeables. Et en 2035, interdiction complète de tout ce qui n'est pas zéro émission, donc 100% électrique, qui soit à batterie ou à hydrogène. Donc une trajectoire qui s'accélère incroyablement. Et parallèlement à ça, on a des constructeurs qui maintenant, donc, prenant acte que de toute façon on va vers la fin des motorisations thermiques, accélèrent eux-mêmes le mouvement, puisque leur intérêt aujourd'hui, c'est d'essayer de se désengager le plus vite possible de ce qui est considéré comme étant un peu le passé, donc tout ce qui tourne autour des motorisations thermiques, donc avec une accélération des transformations qui est absolument considérable. Je situe juste, peut-être là-dessus, la coalition allemande qui vient de se mettre en place, elle prend l'engagement d'aller à 15 millions de véhicules 100% électriques sur leur territoire en 2030. 15 millions. Il y avait encore des débats si c'était 100% électrique et hybride rechargeable. Il semble qu'il soit sur du 100% électrique. Donc ça va aller encore probablement plus vite que ce qu'il y a aujourd'hui dans les propositions de la Commission européenne. Et quand on voit les débats qu'on a au niveau de l'Europe, là aussi on voit notamment au niveau du Parlement européen la volonté d'aller encore beaucoup plus vite. Et c'est là où, slide suivante, si vous voulez bien, on a, par cette électrification, une transformation extrêmement profonde des besoins en pièces, en composants, et donc un impact très très fort pour les fournisseurs, disons, de la filière automobile. Vous savez qu'on a mené à l'automne dernier donc une étude avec AlixPartners pour essayer justement de voir quels sont le plus concrètement possible les impacts de cette transformation sur les entreprises de la filière et en particulier les fournisseurs de rang 2, de rang 3 pour qui c'est compliqué quand même de comprendre de façon un peu précise qu'est-ce qui va se passer par rapport à cette évolution du marché. Donc le premier élément qui est assez spectaculaire quand on voit ce slide où on a à gauche la décomposition des principaux composants d'un véhicule thermique et à droite d'un véhicule électrique, c'est qu'on voit qu'il y a des secteurs qui vont très très fortement se réduire et d'autres par contre qui vont évidemment se développer, en particulier autour de la chaîne électrique évidemment et de la batterie. Donc ça c'est un premier élément où on voit bien qu'il va y avoir la nécessité de très très fort repositionnement des entreprises. Et le deuxième élément quand même qui est marquant, c'est qu'aujourd'hui, c'est sur les valeurs 2019, un véhicule électrique est sensiblement plus cher qu'un véhicule thermique et que ça met une très très forte pression, on le voit bien, les déclarations de Carlos Tavares sont très explicites sur le fait que cet écart, il va falloir à tout prix le réduire et que ça va générer une pression extrêmement forte sur l'ensemble des entreprises de la filière. Donc voilà, donc le slide suivant, si c'est possible, c'est que le travail qui a été fait, AlixPartners, il est assez intéressant parce qu'il prend en compte, je pense vraiment tous les grands paramètres qui interviennent dans la période actuelle. Donc l'effet du mixte de motorisation, à quelle rapidité on va vers l'électrique. Donc là on a pris 4 scénarios, je vous les montre juste après. Les frais prix-coût, ce que j'évoquais un petit peu sur attention, on est dans une période où tout concourt à l'augmentation du prix des véhicules et du coup un vrai risque de réduction fort finalement du volume, et ça c'est le point 3 du marché parce qu'on ne sera plus capable de fournir au plus grand nombre des véhicules à un prix abordable, donc il y a un compromis à trouver entre une pression très très forte pour réduire les coûts et de l'autre côté, le risque, si les prix des véhicules deviennent
inaccessible, un effondrement du marché. Donc ça, c'est des éléments qu'on vit aujourd'hui conjoncturellement, mais qui pourraient être plus durables. Et plus on va vers la neutralité carbone, ce n'est pas que la transformation vers un véhicule électrique, mais si par exemple on veut de l'acier qui est fabriqué par un process qui est décarboné, bah, c'est beaucoup plus cher, etc., etc. Et on voit bien toutes les difficultés aujourd'hui des hausses des cours de matières premières, et en particulier sur les batteries, qui est un des aspects où on attend des très fortes baisses, encore, comme on en a déjà connu, bah, ça peut se heurter au fait qu'on va aller vers des pénuries de certains matériaux stratégiques, type cobalt, nickel, lithium et autres. On voit bien que les cours ont déjà beaucoup réaugmenté, et donc on est quand même sur des trajectoires assez difficiles. Autre élément qui est pris en compte, c'est les politiques de make or buy. On voit bien qu'on a des constructeurs qui veulent réinternaliser une part importante de la valeur. Et puis du coup, avec toutes ces pressions, disons, le risque d'accélérer encore des phénomènes de délocalisation. Donc voilà les paramètres qui ont été pris en compte dans l'étude. Donc le slide d'après, je ne vais pas décrire dans le détail toute cette étude. On aura peut-être d'ailleurs l'occasion de refaire une séance spécifiquement sur cette étude. Donc on a pris 4 scénarios différents d'évolution du mix énergétique, avec le scénario central, c'est celui qui correspond globalement à ce qui nous paraît être la traduction de ce qui est posé sur la table par la Commission européenne dans Fit for 55. Mais on a un scénario plus conservateur qui d'ailleurs correspond, le mix de 3, plutôt à la vision à la fois d'AlixPartners et puis à la vision qu'on pouvait avoir avant le début du Covid. Donc on voit qu'on a une très très forte accélération, mais on a aussi des scénarios accélérés, parce que quand on entend les constructeurs, quand on voit les discussions politiques au niveau européen, on a quand même aussi un risque d'aller jusqu'au scénario donc le plus à gauche, qui est 100% finalement d'électrique en 2030. Et vous avez vu qu'il y a quand même toute une série de constructeurs qui de plus en plus se prononcent pour cela, même s'il y a des grandes inquiétudes derrière, non pas tellement dans la capacité de fabriquer les véhicules électriques, mais dans la capacité de les vendre. Est-ce qu'il y aura assez d'infrastructures de bornes de recharge? Est-ce qu'on aura assez de capacité de fabrication de batteries? Et toutes les conséquences sur le process industriel, voilà, qui posent quand même beaucoup de questionnements. Donc ça, c'est un des éléments. Le slide d'après donne, disons, dans le cadre de ce travail qui mixte les différentes hypothèses, globalement, les impacts attendus d'ici à 2030 pour les principales filières qui composent, je dirais, la filière automobile, avec des domaines qui vont être très, très impactés, comme le décolletage, le traitement des métaux, la fonderie, notamment fonte, la forge. Bon, on a comme ça, donc je passe assez rapidement, et par ailleurs, un des domaines qui vont fortement croître. Et le graphique, en fait, le point bleu à chaque fois, c'est l'impact évalué, là c'est en termes de valeur, avec le scénario de référence, et puis la barre donne un peu les extrêmes en fonction des différents scénarios que nous nous sommes donnés. Je ne rentre pas dans le détail, mais c'est juste pour vous donner à peu près le type de raisonnement, et évidemment ces études sont totalement à votre disposition. Le slide d'après, juste pour dire que cette étude, donc, qui vise à éclairer les entreprises, notamment rang 2, rang 3, elle n'est pas que sur les secteurs qui vont être lourdement impactés à la baisse. On essaye aussi de travailler à bien ouvrir les perspectives de croissance sur les nouvelles chaînes de valeur qui vont se développer, puisque finalement notre élément clé de stratégie, c'est comment on arrive à rebondir en réinvestissant massivement sur les nouvelles chaînes de valeur, et comment les entreprises de la filière peuvent ou pas se repositionner sur ces secteurs en croissance. Et là, on voit 3 sous-systèmes majeurs qui correspondent à 45% du contenu d'un véhicule électrique, et sur lequel il y a un certain nombre d'opportunités donc à saisir, sur lequel malheureusement c'est pas toujours simple pour certaines des entreprises de la filière qui ne sont pas du tout sur ces métiers-là de rebondir, mais pour nous c'est très important. On sait qu'il va y avoir de toute façon des profondes transformations. Il faut porter attention autant au potentiel de développement et aux opportunités qu'à l'accompagnement des secteurs qui vont être effectivement lourdement impactés à la baisse. Et mon dernier slide en ce qui me concerne, c'est la prise en compte du fait que dans les domaines qui vont fortement se développer, malheureusement, entre guillemets, pour un certain nombre de fournisseurs de la filière, il y a une stratégie des constructeurs d'essayer de réinternaliser pas mal de la valeur, donc au niveau de la chaîne, effectivement, des batteries, des moteurs électriques, etc., soit au sein du constructeur, soit dans le cadre de JV, et
en même temps, pour le pays, ce n'est pas une mauvaise nouvelle du tout d'avoir ACC, donc le projet, enfin, qui est maintenant, disons, une réalité avec Stellantis, avec Daimler, avec Total Énergie pour les batteries. Il y a le projet Envision, donc avec Renault, donc à Douai. Il y a le projet Vercors, et puis il y a évidemment tous les projets dans le domaine de l'hydrogène, hein, avec quand même un certain nombre de besoins au niveau des fournisseurs de ces nouveaux acteurs, mais qui sont quand même assez différents. Donc voilà, c'est juste pour vous donner un tout petit aperçu, hein, de ces éléments-là qui montrent combien on a absolument besoin de continuer à investir, à se repositionner, à bien anticiper toutes les diversifications à faire. Et c'est la raison pour laquelle on a toute une série de dispositifs avec très fortement l'aide de l'État, hein, que je remercie, pour accompagner ces transformations. Et là, pour le dernier slide que j'ai, je passe la parole à Pete Amloot sur un des points. Ah non, que tu as mis à la fin, en fait. D'accord. Que j'ai préparé pour conclure le webinaire. D'accord, ben, c'est parfait. Donc voilà, ben, je repasse la parole. Et puis, ce panorama, ce contexte en effet de la filière. Tu peux peut-être indiquer, tu disais que l'étude était disponible pour tous. Où est-ce qu'on peut la trouver, cette étude, Alix Partners PFA? Alors là, je passe la parole à Pete, peut-être pour voir comment vous pouvez y accéder, parce qu'on peut la diffuser à tous ceux qui nous la demandent. En fait, je vous conseille dans un premier temps de vous adresser au pôle de compétitivité ARIA, hein, donc, qui peuvent faire le relais de l'étude, et sinon vous vous adressez à la PFA. Les pôles et ARIA ont reçu l'étude et peuvent vous la transmettre sur demande. Très bien. Merci de ces précisions, Pete. Je vous propose maintenant de passer vraiment au détail de cet appel à projet diversification, et donc on va laisser la parole à Mindy Dioui de la DGE, ainsi que Justine Brézard et Salah Eddine et Chatoui pour la direction innovation de BPI France. Amine, c'est à vous dans un premier temps. Vous souhaitiez nous présenter un premier bilan, hein, des actions de l'État justement pour la filière automobile. Oui, bonjour, merci Marc, bonjour à tous. Donc Amine Didioui, directeur de projet automobile à la DGE, ministère de l'économie et des finances. Très rapidement, l'objectif en fait, c'est, avant de parler de la diversification, je voulais vous présenter très rapidement un premier bilan des deux dispositifs de soutien qui ont été mis en place dans le cadre du plan de relance et qui visent principalement à soutenir les projets, que ce soit des projets de R&D ou même des projets d'investissement productif. Le sujet majeur en fait qui est vraiment pour nous représente vraiment un vrai succès dans le cadre du plan de relance, c'est la mise en place du CORAM. Donc c'est un dispositif bien entendu suivi et copiloté aussi avec la PFA. Donc ce dispositif vise à soutenir les projets de R&D de la filière, que ce soit constructeurs, équipementiers, sous-traitants, quel que soit leur rang, et aussi même des laboratoires de recherche qui se mettent en consortium avec les industriels de la filière automobile. Donc, depuis sa mise en place en 2020, le CORAM, il a soutenu jusqu'à aujourd'hui 48 projets. Donc, le ministre annoncera aussi les derniers lauréats de la deuxième relève du CORAM 2021. 345 millions d'euros d'aide ont été accordés à ces 48 projets et qui ont permis derrière de réaliser 1,50 milliard d'euros d'investissement productif sur le territoire. Voilà, le CORAM, il a atteint plusieurs objectifs. Il a permis de soutenir des briques technologiques, enfin déjà le développement de certaines plateformes sur les véhicules électriques ou même les véhicules électrifiés en général, des briques technologiques hydrogène. Il a soutenu plusieurs projets sur la partie électronique de puissance. Il a soutenu aussi des PME et même des ETI. Par exemple, je peux citer des PME dans la vallée de l'Arve qui se sont mis en consortium pour travailler sur le développement de briques technologiques hydrogène, sachant que ces acteurs-là étaient initialement positionnés principalement sur les briques technologiques du véhicule thermique. Donc voilà, enfin on a plusieurs exemples et on estime en fait que ce CORAM qui a été mis en place à l'image du CORAC dans l'aéronautique, il a atteint beaucoup d'objectifs et notre souhait en fait c'est qu'il soit pérennisé pour apporter un maximum de soutien aux projets de R&D en thématique qui seront déposés par les principaux acteurs de la filière. Sur le fonds de modernisation automobile, donc c'est principalement un plan d'investissement avec une enveloppe conséquente et qui a vraiment atteint beaucoup d'objectifs. Donc 443
projets soutenus depuis sa mise en place à l'été 2020. On considère que c'est vraiment un succès et le projet, il a soutenu, on a plusieurs exemples, l'amélioration des performances énergétiques des sites de production, la modernisation des parcs de machines, il a permis aussi à un grand nombre en fait d'acteurs aussi de se positionner sur la chaîne de valeur du véhicule électrique ou même de se positionner sur de nouveaux marchés. Et ce dispositif, les principaux bénéficiaires de ce dispositif, c'est principalement les PME et les ETI. Donc les PME, elles représentent quasiment 50% des projets lauréats du Fonds de modernisation automobile, ce qui nous a permis en fait de constater un énorme succès sur ce dispositif-là et qui a vraiment permis de répondre à plusieurs enjeux. Vous aurez bien entendu dans le dossier de presse qui sera publié aujourd'hui toutes les informations sur le bilan global en fait de ce dispositif-là, les axes qu'il a soutenus, les territoires aussi qu'il a soutenus et aussi les thématiques que nous avons soutenues à travers ce dispositif. Si vous pouvez passer la slide suivante. Donc, comme je l'ai indiqué sur le dispositif, il a soutenu 443 projets, 395 millions d'euros d'aide qui ont été attribués à l'ensemble de ces projets. Et ce qu'on a constaté, c'est que la majorité, tous les projets sans exception, ils visent à améliorer les performances énergétiques ou même ils ont un impact positif sur l'environnement, principalement en réduction des émissions CO2, amélioration des performances énergétiques des sites de production. Et donc toutes les thématiques que vous voyez sur la droite, elles ont un impact positif. Et donc la majorité des projets concernent la modernisation des sites de production, la diversification, comme je l'ai indiqué, soit dans la filière ou hors filière automobile, la numérisation des lignes de production ou même des systèmes. Amélioration de performance énergétique, je l'ai déjà cité, et aussi on avait plusieurs projets de relocalisation à partir à partir de pays européens vers la France ou même à partir de la Chine ou même d'autres pays asiatiques vers la France. Donc on a énuméré pas mal de projets stratégiques pour la filière et aussi 156 projets sur le développement des pièces ou même des plateformes pour les véhicules bas carbone. Ça concerne soit des véhicules particuliers, des véhicules utilitaires légers et également même des véhicules industriels. Donc voilà, ça c'est sur le bilan global. Donc là, l'objectif en fait de France 2030, c'est de pérenniser un certain nombre de dispositifs, bien entendu, pour poursuivre le soutien à la filière. Comme vous l'avez constaté, en fait, il y avait plusieurs projets de diversification. J'ai cité environ 240 projets qu'on a soutenus entre 2020 et 2021. L'objectif ou à travers France 2030, c'est apporter un maximum de soutien à travers en visant bien entendu la diversification. Aujourd'hui, plusieurs sous-filières qui ont été citées déjà par Marc, elles sont très exposées aux motorisations thermiques, tout ce qui est fonderie, forge, décolletage, emboutissage. Notre objectif, c'est que à travers ce nouveau dispositif, et c'est l'AAP soutient la diversification de la filière automobile, c'est qu'on puisse soutenir ces projets qui nécessitent des moyens très importants. Diversifier, c'est très facile à dire, mais c'est extrêmement à réaliser sur le terrain. Ils font une nouvelle stratégie, déjà stratégie industrielle, une nouvelle stratégie à achat, identification de nouveaux clients. Et notre objectif, c'est qu'on puisse apporter un maximum de soutien sur cette thématique qui reste difficile ou même délicate à lancer pour un grand nombre d'industriels que nous suivons. Donc voilà, donc ce dispositif-là, il vise à soutenir la diversification dans la filière elle-même, c'est-à-dire des entreprises historiquement spécialistes dans le développement des composants pour les véhicules thermiques qui souhaitent demain se positionner sur de nouveaux composants, que ce soit pour le véhicule électrique, véhicule hydrogène ou même d'autres composants sur la partie châssis, sur les packs ou les bacs batteries, ou même d'autres nouveaux composants pour d'autres véhicules industriels. Donc, cette AAP, bien entendu, les priorisera.
Également, il priorisera des diversifications hors automobile, ce qu'on a constaté dans le cadre de l'appel à projet Fonds de modernisation du plan de relance. Plusieurs entreprises qui sont historiquement positionnées sur l'automobile en général, elles ont cherché à diversifier leur activité pour réduire leur exposition à l'automobile. Par exemple, des entreprises qui ont voulu se positionner sur le ferroviaire, l'aéronautique ou même le développement de composants pour des machines industrielles. Donc, nous, notre objectif à travers cette AAP, c'est de leur apporter aussi un soutien pour voilà, en fait, renforcer leur stratégie et aussi même financer leurs projets de diversification hors automobile. Donc, sur l'enveloppe globale, c'est 300 millions d'euros sur 5 ans, soit environ 60 millions d'euros par an. Et donc, voilà, le dispositif ciblera bien entendu les entreprises de la filière automobile avec un seuil sur le chiffre d'affaires au moins de 15% sur les 2 dernières années. Merci beaucoup. Merci Amine. Je crois qu'il y a un message important que vous vouliez passer, Amine, c'est que ce n'est pas une continuité du fonds de modernisation qu'on a vu en 2021. C'est vraiment un nouvel appel à projet plus ciblé, hein, c'est ça? Et notamment, vous soulignez particulièrement sur les entreprises exposées historiquement au moteur thermique, quoi, qui travaillaient dans ce domaine-là. Oui, oui, tout à fait, Marc. Vraiment, l'objectif en fait de cet appel à projet, c'est dans la continuité. Enfin, ça vise à répondre aux enjeux qui ont été déjà signalés par Marc Mortureux dans sa présentation. Enfin, on a constaté qu'il y a plusieurs entreprises de la filière décolletage, emboutissage, fonderie, forge. Donc, ces acteurs-là, ils seront certainement, enfin, ils sont déjà impactés. Certains d'entre eux, ils sont déjà impactés par la transition vers le véhicule électrique et la tendance risque de s'accélérer dans les prochaines années. Nous, notre objectif, c'est d'anticiper tout de suite, apporter un maximum de soutien à ces entreprises-là et prioriser uniquement les projets qui visent une diversification, soit dans la filière ou hors filière. Les projets d'achat de machines dans lesquels il n'y a pas ces deux dimensions-là, ils risquent d'être écartés. Donc, notre objectif, bien entendu, à travers France 2030, c'est soutenir l'investissement et en particulier l'investissement de projets structurants, que ce soit pour l'entreprise et aussi pour la filière en général. Merci Amine, c'est clair. Je vais laisser la parole du coup à la direction innovation de BPI France qui va nous expliquer maintenant en détail les critères de cet appel à projet. Je vous laisse la parole, Justine. Voilà. Merci beaucoup. Donc bonjour à tous, merci beaucoup Marc pour l'invitation. Donc effectivement, on va essayer maintenant de décrypter en amont vraiment le cahier des charges de l'appel à projet. Le but, c'est de bien comprendre la cible, le périmètre. Et donc pour ça, on va décliner de manière très opérationnelle quels sont les critères d'éligibilité, quels sont les critères de sélection, les dépenses éligibles. Et puis on fera aussi un petit focus sur le process, voilà, pour bien avoir en tête comment se passe le dépôt du dossier pour maximiser vos chances de réussite. Donc je laisse Salah commencer la présentation. Merci. Alors, bonjour à tous, je suis Echatui Salah, responsable sectoriel automobile. Donc, je suis en charge du financement de l'innovation ainsi que tout ce qui concerne l'investissement industriel pour le secteur automobile. Alors, comme vous l'avez compris, aujourd'hui, le secteur se trouve face à une transformation, donc vers la digitalisation, vers la décarbonation. Et aujourd'hui, un certain nombre de secteurs se trouvent dans une difficulté, donc clairement, avec un niveau d'exposition. Donc, on a un niveau d'exposition qui est beaucoup plus important sur tout ce qui est fonderie, toutes les activités de forgeage, de décolletage, etc. Et en particulier tout ce qui touche à la motorisation thermique, les pots d'échappement, etc. Et aujourd'hui, donc, le gouvernement a décidé d'agir dans le cadre du plan en France 2030, avec un appel à projet qui va traiter la diversification des sous-traitants automobiles, principalement des enjeux de diversification à l'intérieur du secteur comme à l'extérieur du secteur. Est-ce que vous pouvez passer au slide suivant? Donc les types de projets qu'on attend, donc c'est des projets individuels. Alors le taux minimum des projets a été rehaussé, donc on cherche des projets qui vont transformer l'entreprise, qui seraient impactants. Donc un seuil minimum de 500 000 € est demandé sur ces projets. Alors comme on est dans le cadre du PIA, donc également donc tous les projets qui vont
impacter le volet environnement, donc ne seront pas acceptés. Donc ça c'est une nouveauté, et il y aura donc un document à remplir spécifique en fait sur la partie environnement, quel impact environnemental pour le projet en question. Alors on attend des projets individuels. Grosso modo, on va avoir à peu près 3 types de projets, donc soit une diversification produit, donc on va créer un nouveau produit pour aller attaquer un nouveau marché, ou bien on va tout simplement donc avoir déjà un démonstrateur qui est fonctionnel et qu'aujourd'hui on veut investir dans l'outillage pour pouvoir fabriquer ce produit. Ou bien on va avoir également des projets de diversification process. Aujourd'hui, par exemple, je suis par exemple un emboutisseur, j'ai par exemple des presses avec un tonnage spécifique. Demain, je veux travailler dans le ferroviaire, alors j'ai besoin de presses beaucoup plus puissantes pour réaliser des découpes ou des opérations un peu plus compliquées, spécifiques pour ce secteur. Donc ça peut être également une diversification process. Alors, en termes de projet, alors en termes d'entreprise, donc on attend que l'entreprise ait un chiffre d'affaires donc un minimum donc égal à 15% de chiffre d'affaires durant les 2 dernières années, et bien entendu donc il y aura donc une priorité qui sera donnée pour les entreprises les plus exposées, donc que j'ai citées tout à l'heure. Est-ce qu'on peut passer à la slide suivante? Alors, les critères de sélection, donc on reste sur des critères classiques, donc il faut que ça soit transformant pour l'entreprise, il faut qu'il y ait un impact, en fait, ça permet une réelle diversification dans un secteur donné, ou même à l'intérieur du secteur, mais sur des activités moins à risque, on va dire. Il faut donc qu'il y ait un modèle d'affaires donc pertinent, un plan de financement équilibré. Ce qui est aussi important, c'est que la capacité financière de l'entreprise à porter le projet. Donc ça, c'est un point qu'on regarde tout le temps. Un autre point, donc quand on présente un projet de R&D, alors il faut savoir que ce qu'on va voir dans le slide d'après, mais je le précise ici, c'est on travaille avec des régimes d'aide. Et dans les régimes d'aide, par exemple le régime RDI, c'est recherche et développement innovation. Il faut que ce qu'on présente comme un programme de recherche et développement présente un caractère innovant. Donc il est important à minima de présenter les verrous technologiques, qui sont les verrous à lever, et le descriptif de l'état de l'art. Alors attention, on n'attend pas forcément des projets de rupture. Donc, mais par contre, il faut présenter comment en fait la solution se démarque par rapport à ce qui existe. Alors ça peut être innovant pour le marché en question, ça peut être de l'incrémental. Et ces éléments-là sont importants pour nous, pour qu'on puisse mobiliser ces régimes qu'on va voir dans le slide de suivant. Alors, dans les différents appels à projets, d'une manière générale, on travaille avec les régimes d'aide. Il faut savoir que l'aide d'État est interdite en fait pour les entreprises, sauf exception. Et les exceptions, c'est les régimes d'aide. Alors, les régimes d'aide, c'est nos outils de travail pour financer vos projets d'investissement de R&D, etc. Et aujourd'hui, donc, il y a eu donc la création d'un régime par le gouvernement, donc le régime temporaire Covid, qui nous a grandement aidé pour le financement des investissements. Et aujourd'hui, donc, il y a un nouveau régime qui est en cours de préparation, qui concerne en fait le régime AFR, sans les difficultés ou les particularités du régime AFR. Et aujourd'hui, donc, il y a un projet en fait qui est demandé vis-à-vis de l'Union européenne pour en fait mettre en place ce nouveau régime qui permettra des taux d'aide beaucoup plus importants. Alors, il y a aussi un autre point que je voulais évoquer, c'était le fait d'être accompagné, c'est très important. Et je félicite en fait les différents pôles de compétitivité pour le travail qui a été fait durant les plans de relance. Ça, c'est quelque chose qu'on remarque tout de suite. Avec les plans de relance, même les petites structures, les entreprises qu'on ne connaît pas, avec lesquelles on ne travaille pas généralement, donc on déposait des dossiers, donc ils ne connaissent pas les process, etc. Et le fait de se faire accompagner par des pôles de compétitivité vous permettra d'avoir un dossier beaucoup plus structuré, ce qui est important pour la sélection de votre dossier. Et ensuite, je passe la main à Justine. Oui, je pense qu'on peut passer à la slide suivante. Parfait, merci beaucoup. Donc du coup, pour que vous ayez en tête exactement le processus de sélection, voilà, pour avoir un peu
une image globale de comment ça va se passer. Donc, on parlait à l'instant de l'accompagnement. Donc, il y a toute cette première phase de montage qui a lieu en amont du dépôt du dossier. Puis, vous déposez votre dossier du coup sur une plateforme dédiée. Donc, on vous donnera tous les liens BPI France. Donc, pour l'instant, il y a 2 relèves qui sont prévues cette année. Donc, une le 15 mars et une autre le 27 septembre. À l'issue de cette relève, vous rentrez dans une première phase dite de présélection où il va y avoir une étude en fait de votre dossier, donc ce qu'on appelle une étude du dossier papier. Donc on va regarder toutes les pièces que vous avez données. Il va y avoir un premier filtre qui va être fait. Cette étude, elle peut ou pas conduire à une audition s'il y a un besoin de rencontrer le porteur, de lui poser des questions plus précises sur son dossier, ou s'il y a une mise en ballottage sur son dossier. Donc l'idée, c'est de recevoir le porteur et de discuter avec lui de son projet. Donc ça, c'est cette première phase dite de présélection. Donc c'est aussi le moment où on écarte les projets qui justement ne rentreraient pas dans la cible ou dans le périmètre de l'appel à projet, donc s'ils n'ont pas l'assiette nécessaire, qui ne remplissent pas donc les premiers critères de sélection ou d'éligibilité. À l'issue de cette première phase de présélection, donc si vous êtes sélectionné, vous rentrez en instruction et en phase de sélection, où là, donc du coup, on va faire vraiment une étude plus approfondie de votre dossier, notamment sur l'ensemble de vos dépenses, pour pouvoir justement leur affilier le régime d'aide correspondant. Et donc, vous serez en lien avec les experts BPI France qui pourront vous demander éventuellement des compléments sur votre projet, donc toujours dans une démarche d'échange. Donc, cette période, elle dure environ 4 mois. Et donc, à l'issue de cette phase d'instruction, il y a potentiellement un dernier filtre où votre projet peut ne pas être refusé. Et sinon, donc, il rentre en conventionnement avec BPI France, en contractualisation. On va passer à la slide suivante. Donc là, on va définir les modalités de financement de votre dossier. Donc, par rapport à l'assiette que vous aurez présentée, des taux d'aide seront appliqués. Donc, vous aurez un montant d'aide qui représentera donc un certain pourcentage de cette assiette. Et donc, vous allez pouvoir contractualiser avec BPI France pour ensuite donc toucher votre aide. Donc ceux qui ont déjà été peut-être lauréats parmi vous au plan de relance, vous savez comment ça se passe. Donc avec des versements à différentes étapes clés du projet. Donc un versement qui se fait souvent en plusieurs étapes. Donc ça peut être 25, 50, puis 25%. Donc tout ça est vu au moment de la contractualisation et donc donne lieu à des réunions de suivi, de reporting régulier pour voir si justement l'aide est bien utilisée, si le projet peut se mettre en place, si éventuellement il y a besoin de décalage dans le temps, car il y a eu donc du retard qui a été pris dans le projet en raison de livraison de fournisseurs ou de choses qui peuvent intervenir et qui peuvent venir ralentir le process du projet. Donc voilà, vous êtes accompagné pendant cette phase de contractualisation et puis nous, on suit des impacts d'indicateurs du projet donc pour voir si le projet a bien été réalisé donc en temps et en heure. On peut passer à la slide d'après. Donc très pragmatiquement, très concrètement, on vous a mis juste 2 slides pour avoir un peu en tête comment se passe le dépôt d'un dossier chez BPI France. Donc en fait, vous allez répondre à un appel à projet, donc vous allez remplir un dossier de candidature. Dedans, il y a plusieurs pièces qui ont donc pour objet de nous permettre d'évaluer votre projet, de comprendre quel est son impact, s'il rentre bien donc dans la cible et le périmètre de l'appel à projet. Donc les documents sont assez classiques. On va vous demander une annexe technique de présenter votre projet. On va demander un dossier de financement pour avoir vos prévisionnels, votre plan de financement. Et donc on va aussi demander, ce qu'évoquait Salah tout à l'heure, une grille d'impact environnemental, sociétal, pour voir aussi pour respecter le do not harm et voir l'impact du projet. Puis un certain nombre de documents administratifs, etc. Donc pour ça, vous êtes accompagné tout au long du montage de votre projet. On peut passer à la slide d'après. Il y a une adresse qui est disponible pour poser toutes vos questions en amont. Si vous avez des questions justement sur le type de dépenses que vous pourrez mettre dans votre annexe, sur comment présenter le projet, on est aussi là pour vous accompagner en amont du dépôt. Donc faut savoir que les appels à projets, donc normalement tout est dit dans le cahier des charges. Donc c'est un cahier des charges qui est autoporteur où donc toutes les conditions sont explicitées, tous les critères sont mis en avant. Et vous aurez aussi donc un canevas du dossier de candidature qui est détaillé, qui vous permet de pouvoir cibler en amont comment préparer au mieux votre projet. Et donc, ce dont je parlais, un point de contact pour répondre à toutes vos questions pendant donc la phase aussi de montage et d'accompagnement du projet.
Si je me permets, il y a juste 2 points que j'aimerais rajouter et qui sont, je pense, importants. Le premier, c'est concernant les régimes d'aide, en fait. Et les régimes d'aide, concernant le régime que j'ai évoqué tout à l'heure, alors ce qui est prévu aujourd'hui, donc un régime qui sera valable toute l'année 2022, pardon. Et donc il est important, et il y a en fait 2 relèves, donc une relève le mois de septembre et une relève le mois de mars. Et donc il est important de déposer lors de la première relève pour pouvoir bénéficier de ce régime. Le deuxième point, c'est concernant le régime Covid, qui en théorie également devrait se clôturer le mois de juin, fin juin de mémoire, sauf si celui-ci est reconduit dans le temps. Donc ça, c'est une information importante à partager avec vous. Et le deuxième point, c'est concernant les documents de dépôt. Donc on est resté sur le format plan de relance pour rester sur un format qui est déjà familier avec déjà le plan de relance que vous connaissez déjà. Voilà. Merci Salah et Justine et pour ces précisions importantes, notamment sur le régime. Donc le conseil qui est passé, c'est de déposer au mois de mars pour pouvoir bénéficier du meilleur taux d'intervention sur votre projet, en tout cas pour assurer un taux d'intervention important. Et d'ailleurs, j'avais une question qui a été posée à propos de ce régime Covid. Est-ce que les entreprises qui en ont déjà bénéficié sur le plan de relance 2021 peuvent en bénéficier à nouveau en 2022 ? Alors, en théorie, oui. Donc, si on ne dépasse pas le montant de 1,8 million, il est passé à 2,3 millions, il vient d'avoir juste une nouvelle directive, mais je te laisse continuer, Salah. Ah d'accord, donc il y a un nouveau seuil. Donc oui, en fait, il y a un seuil à ne pas dépasser. La consigne qu'on avait, donc c'est un montant de 800 000 euros par projet. Donc ça c'est durant le plan de relance. Et donc, j'imagine donc cette consigne sera aussi appliquée sur l'appel à projet en question. Et donc, comme les seuils ont été relevés, ça peut permettre aux entreprises qui ont déjà bénéficié d'un soutien de 800 000 euros en 2021 de nouveau en bénéficier en 2022, si bien sûr ils répondent aux critères de l'appel. Okay. Tout à fait. Merci beaucoup. Je vous invite les participants à poser vos questions via le chat. On poursuit. Là, il y en a une qui vient d'arriver. Sur les investissements industriels et les équipements d'occasion, sont-ils éligibles ? Alors, les investissements, donc, dans le cas d'une reprise de site, on peut les prendre pour une grande entreprise. On peut également les prendre pour les PME dans le régime AFR. Par contre, pour les grands groupes, on ne peut pas prendre des équipements d'occasion. Donc, pour les PME et pour les ETI, c'est OK, mais pas pour les grands groupes. En gros, c'est ça qu'il faut retenir. ETI, pour nous, c'est grands groupes parce qu'on raisonne d'un point de vue Union européenne. Donc, dès qu'on dépasse 250 personnes, donc on est considéré une grande entreprise. Merci. Une autre question sur les dépenses éligibles. La diversification nécessite des efforts importants et des compétences spécifiques en marketing, en business, en développement commercial. Est-ce que ces dépenses sont éligibles dans le cadre de cet appel à projet ? Alors, dans le cas de mobilisation, par exemple, de régime AFR, on peut prendre les créations d'emplois. Donc, ça peut être RH, etc. Mais dans les projets R&D, donc quand on mobilise en fait le régime RDI, on ne peut pas prendre ces profils. On ne peut prendre que les profils ingénieurs, techniciens, etc. Donc ça dépend du régime d'aide qu'on va mobiliser sur votre projet et si vous êtes éligible à ce régime. D'accord. Une question également sur le crédit bail. Est-ce que l'acquisition de machines par financement crédit bail est éligible à l'aide ? Oui, elle est éligible à l'aide, mais par contre, on ne va prendre que les mensualités durant la durée d'exécution du projet. Et à la fin du programme, il faut acquérir la machine. D'accord. Et donc, justement, il y a une question sur la durée du projet. Les projets, dans le cas de cet appel à projet, sont de quelle durée ? Alors, de mémoire, c'est 36 mois. 36, ouais. D'accord. Je pense que c'est bien ça.
Et un petit rappel de la définition ETI. ETI, Oui, c'est alors, plus de 250 personnes en France ou en Europe? alors donc, alors en fait, nous, on travaille avec ce qu'on appelle le guide de la PME. Et dans le guide de la PME, on va classifier en fait une petite entreprise, moyenne entreprise, et toutes les entreprises qui dépassent 250 sont pour nous une grande entreprise. Et donc ça, c'est vis-à-vis notamment de l'Union européenne et des régimes d'aide d'encadrement communautaire de l'Union européenne. On a peut-être une question plutôt pour Amine, cette fois-ci sur les opérations, sur les types de diversification qui sont éligibles. C'est vrai que quand on parle de diversification, c'est très très large. Est-ce qu'il y a une définition qui est prévue? Là, on parle par exemple d'une diversification dans les nouvelles mobilités, vers le vélo assistance électrique ou les nouveaux véhicules urbains. Est-ce que ça rentre dans cet appel à projet? Oui, Marc, la réponse est claire. Ça rentre parfaitement dans les objectifs de cet appel à projet. Et c'est le type de projet aussi qu'on souhaite soutenir, bien entendu, qui soit présenté par des entreprises qui ne sont pas exposées au thermique, mais aussi d'autres entreprises qui sont pas du tout, qui n'interviennent pas en fait dans les véhicules thermiques, qui souhaitent demain se diversifier pour créer de nouvelles activités pour les nouvelles mobilités en général ou en particulier les mobilités douces. Donc la réponse est oui. Et toujours dans les activités de les activités de diversification. La diversification, ça peut aussi être une opération de croissance externe, un rachat d'entreprise. Est-ce que ce type d'opération est éligible à l'appel à projet? En fait, si cette diversification, enfin, l'appel à projet ne vise pas en priorité la consolidation. Enfin, il ne va pas soutenir. Enfin, si on prend un exemple, une entreprise qui est active, enfin, qui a des activités dans un domaine A et puis après elle veut racheter une entreprise active dans un domaine B. Enfin, là, c'est pas du tout, ça rentre pas en fait dans le cadre de ce dispositif-là. Ça pourrait être en phase avec d'autres dispositifs. Par contre, si on est sur une diversification, sur une croissance externe qui permet de créer un projet d'investissement visant une diversification dans d'autres domaines, un projet pourrait être éligible à cet appel à projet. D'accord, c'est au cas par cas, là, sur cette typologie de projet, il faut peut-être vous consulter en amont du dépôt du dossier, j'imagine. Tout à fait, en fait, il y a bien entendu les pôles de compétitivité, Oui, c'est bien leur rôle. Et aussi, il y a le réseau de DRETS. Il y a un certain nombre d'entre eux qui sont connectés dans le call et aussi, ils ont accompagné beaucoup d'entreprises avec vous. Et bien entendu, l'objectif, en fait, c'est qu'on puisse conseiller et accompagner les entreprises avant dépôt pour bien les orienter vers les meilleurs dispositifs. Je voulais juste... des questions d'ailleurs à Amine, qui est de savoir si les cellules industrie ou les cellules auto, telles qu'elles existaient en 2021 sur Plan de Relance, seront de nouveau actives à travers cet appel à projet pour avoir l'avis des DRETS et des pôles et ARIA pour les projets. Absolument. Il y a juste un point que je souhaiterais souligner, en fait. Enfin, le président de la République, il a déjà annoncé le plan France 2030 en général. Donc voilà, avec 30 milliards d'euros. Mais il a déjà évoqué en fait le sujet ou même le volet automobile. Là, on a annoncé uniquement l'AP qui vise à soutenir la diversification des sous-traitants. Il y aurait certainement d'autres appels à projets qui vont être annoncés qui visent à soutenir les investissements. Par exemple, une entreprise qui a déjà fait ses activités de diversification dans le passé ou qui n'est pas du tout actif en fait dans le véhicule thermique et demain elle veut développer un projet ou augmenter ses capacités de production pour se développer se développer à l'international ou plutôt attraper de nouveaux clients. Donc cette entreprise-là n'est pas éligible à cette AAP, mais elle sera éligible aux autres AAP. C'est juste pour que ce soit très clair. Oui, ça souligne le message qui a été passé tout à l'heure. Hein. Cet appel à projet est vraiment dédié aux sous-traitants impactés par la transition énergétique et principalement ceux qui travaillaient sur le moteur thermique, visant à les aider dans leur diversification. C'est bien ça le message passé par Amine.
Il nous reste un peu de temps. D'autres questions sur les régimes d'aide mobilisables. Donc, tel que ça a été présenté par BPI, on peut bien mobiliser plusieurs régimes d'aide sur un projet en fonction de la typologie des activités. La réponse est bien celle-ci. Vous confirmez? Oui, tout à fait. Ensuite, il y a peut-être une incompréhension entre les 500 000 € et les 800 000 €. Quel est le seuil minimum de budget pour un projet projet? Alors, ces 500 000 €, ça, c'est le seuil minimum pour déposer un dossier. C'est ça. Mais par contre, pour l'aide Covid, on peut aller jusqu'à 800 000 € par projet. Mais par contre, aujourd'hui, on ne peut l'utiliser que sur la première relève. Et ça serait quand même très short vis-à-vis des délais. Donc, toujours sur les aides, est-ce que le zonage, le régime AFR, permet de cumuler les aides obtenues dans le cadre de cet appel à projet avec d'autres aides, typiquement aides régionales, sur une même assiette de dépenses? Non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible en fait de mobiliser 2 fois une aide sur la même assiette. Et il faudra faire très attention à ce point parce que en cas de contrôle, vous risquez de rembourser le montant d'aide que vous avez reçu. Et aujourd'hui, donc, on ne peut pas mobiliser 2 fois une aide sur la même assiette. Ça, c'est clair. Et vous sera demandé de toute façon dans le dossier de candidature de lister l'ensemble des aides que vous avez perçues pour justement éviter ce type de problème. Toujours dans les aides, quelle répartition entre subventions et avances remboursables? Vous allez répondre, ça dépend du régime d'aide, je pense, qui sera mobilisé sur cet appel à projet. Alors, sous le contrôle de Amine, sur cet appel à projet, on serait sur des 100% subvention. Donc, on n'a pas détaillé, la répartition sub-AR. Je ne sais pas si tu confirmes, Amine. Oui, tout à fait. En fait, notre objectif est clair. Enfin, la diversification, comme toutes les entreprises savent très bien mieux que moi, ça mobilise des investissements très importants et aussi des efforts importants. Donc, notre objectif, c'est qu'à travers cet AAP, c'est toute la subvention élimine par principe en fait les avances remboursables. D'accord. Et là, je peux peut-être, là, c'est Marc Mortureux, parce que j'ai eu quelques échanges là hier avec le cabinet. Je pense qu'on peut valoriser le fait que c'est que de la subvention. Oui, bien sûr. Je comprends que c'est quand même un peu exceptionnel, que les débats en cours pour les nouveaux appels à projets, on va revenir sans doute à des avances remboursables. Donc, je pense que vous avez plutôt bien négocié, Amine, voilà, sur cet appel à projet. Il a pu être sorti assez vite quand même. Et franchement, profiter le plus vite possible avec en plus ce régime qui est quand même encore assez ouvert. Faut vraiment y aller maintenant, quoi. Enfin, je pense que c'est franchement plutôt favorable par rapport à ce qui risque d'arriver pour le futur, quoi. Et merci beaucoup, parce que je pense que c'est quand même un soutien important, quoi. Une très bonne nouvelle, en effet, ça simplifie et très bonne nouvelle pour les entreprises. Il y a une question concernant les pôles de compétitivité, donc je me permets de répondre. Est-ce que le label des pôles sera bien pris en compte par BPI France? Alors, il ne sera pas obligatoire, il est optionnel, mais comme l'a souligné Salah, c'est un atout supplémentaire pour le dossier qui permet de montrer sa valeur et d'avoir une expertise soulignée par les pôles. Donc, la question est oui, c'est pris en compte. Et comme on le disait, on est aussi présent dans les 6 cellules automobiles au niveau régional pour discuter des différents projets et soutenir les projets qu'on accompagne. Il y a une question sur un projet collaboratif. Est-ce qu'un projet collaboratif, un industriel et une start-up serait éligible à l'appel à projet? Alors, non. Ouais. La réponse est non. C'est du monopartenaire. Monopartenaire, oui. Tout à fait. Voilà, donc la start-up, elle peut être prise en sous-traitance sur le projet, ou sinon il faut viser un autre type d'appel à projet. Et là, pareil, les pôles sont là pour vous accompagner, puisqu'il existe aussi des dispositifs de soutien pour les projets collaboratifs. Un projet concernant de la R&D pour produire un nouveau concept de véhicule électrique. Est-ce que la R&D pour ce projet pourrait-elle être éligible dans cet appel à projet? Est-ce que c'est le plus pertinent?
cet appel à projet ou est-ce qu'il faut viser un autre? Alors, si on est sur de la R&D innovante, alors il y a d'autres appels à projets beaucoup plus adaptés. Donc, il y a EDEMO, il y a le format annuel CORAM. Pour l'instant, donc, on ne sait pas s'il sera continu ou pas, mais je laisse la DGE se prononcer par rapport à ça. Et donc, il y a des appels à projets beaucoup plus adaptés. Après, si on est sur un projet de diversification à travers la R&D, donc oui, c'est quelque chose qu'on peut financer et qui est tout à fait éligible à ce projet. D'accord. C'est très clair. Allez, je prends 2 dernières questions et puis on va clôturer. Il y en a une qui précise qu'il y a plusieurs thèmes, sujets de diversification qui sont présentés dans le dossier. Est-ce que c'est tout ou rien ou par thème? Est-ce qu'en gros, on peut avoir plusieurs thèmes de diversification ou est-ce qu'il faut en cibler un seul? Comme ça, je comprends la question. A priori, le seul thème, en fait, c'est soit une diversification, donc à l'intérieur du secteur, mais là, il faudra expliquer dans quelle mesure ça vous permettra de, c'est transformant pour votre entreprise, pourquoi vous choisissez ce secteur, donc détailler les choix et votre objectif. Après, donc, si c'est une diversification hors secteur, bah, c'est la même chose. Donc, ça serait de expliquer en quoi ça vous permettrait de vous diversifier et pourquoi vous avez décidé d'aller dans tel ou tel secteur ou dans telle ou telle technologie. Et dernière question qui concerne les pôles et ARIA toujours, est-ce qu'on sera bien consulté pour défendre les différents dossiers qu'on a pu accompagner, comme ça a été le cas en 2020 et 2021? Je pense que ça se fera toujours dans le cadre des cellules industrie, à mine, mais voilà, on est vraiment avec vous hein, dans cet accompagnement des projets. Et c'est vrai qu'on peut apporter de la valeur dans le cadre du processus de sélection pour orienter les bons projets. On va s'arrêter là. Il y a d'autres questions, mais je pense qu'il me reste à vous remercier tous. Je pense que Pete Amelot de la PFA voulait juste conclure aussi en présentant les modules d'accompagnement proposés par la PFA. Pete, je te laisse 2 minutes. Oui, et je le ferai en moins de temps que ça. Juste pour rappeler, en fait, donc là, on vient de parler d'un dispositif qui aide à l'investissement dans la diversification. Ben, sachez qu'il existe toujours aussi un dispositif pour vous aider via l'accompagnement par un consultant dans vos réflexions de diversification. Donc, c'est un accompagnement par un consultant spécialisé qui vous aidera à réfléchir aux différentes pistes de diversification, et établir un plan d'action et aussi à vous accompagner dans la mise en œuvre du plan d'action. Donc, c'est un dispositif pareil financé par la DGE, donc avec un taux de subvention quand même assez important. Donc, le reste à charge pour l'entreprise est très limité. Hein, donc, on parle de 200 € hors taxe par jour. Donc, ce qui fait une reste à charge totale pour ce module de conseil qui reste très limité. Donc, sachez que là-dedans, donc on parle de diversification, mais on vient aussi de rajouter un autre type de module pour vous aider dans vos réflexions d'amélioration de la performance opérationnelle. Donc, pareil, où vous pouvez être accompagné par un consultant sur 15 jours dans vos réflexions. Donc, ce sont des dispositifs, des modules conseils qui courent encore en 2022-2023. Et pour en savoir plus et postuler, je vous conseille de prendre contact avec vos correspondants dans les DRETS ou dans les pôles de compétitivité et ARIA. Voilà, juste un complément. Merci Pete. Je vous propose donc de conclure ce webinaire en vous remerciant tous, participants et intervenants. Notre filière vit une transformation majeure, source de danger, bien sûr, on l'a bien vu, mais aussi source d'opportunités. Et on a la chance, comme l'a souligné Marc Mortureux, d'avoir l'État qui soutienne la filière à travers différents dispositifs. Et donc, la DGE, BPI France, la PFA et les pôles et ARIA bras armés de la PFA en région sont vraiment là pour accompagner vos projets vers ces différents dispositifs.
Donc, n'hésitez pas à nous solliciter. Si ce n'est pas l'appel à projet diversification, il y a d'autres dispositifs qui existent pour votre projet et on arrivera ensemble à l'orienter vers la meilleure aide. Je vous souhaite une bonne fin de matinée. Merci encore à tous et à bientôt pour de prochains webinars de la PFA et des pôles et ARIA.